Vraie Voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Avec un tour de table, mesdames et messieurs, affriolant, j'ai envie de dire, avec Françoise Degois qui est avec nous ce soir. Coucou, bonsoir, ma chère chère Cécile, Françoise. je suis ravi de voir que vous avez retrouvé votre voix. Parce Oui. que les vraies voix sans votre voix, c'est plus tout à fait les vraies voix, vous voyez. Oui, mais alors c'est pas ça encore, hein. Il y a encore un peu de travail, mais bon, on y vient. Samuel Botton est avec nous, expert en communication et chez Step Conseil, donc chez lui. Oui, chez moi. Et Dieu merci, je ne suis pas Jean-Vincent Placet. Voilà. Chaque fois il me fait ça tous les... J'adore. C'est pour dévainquer un peu, voilà, parce que pour des ressemblances avec des personnalités politiques, j'essaye d'évacuer. Voilà, au fur et à mesure, il évacue. Ça s'appelle un running gag, Voilà. en fait. Tu vas le faire encore quand tu auras 50 ans, tu vois. C'est Hey, ça. merci, je Mais ne il suis les a pas... passés depuis longtemps, suffisamment François, c'est ça son problème. Bruno Pomar, qu'on ne confond avec personne, ancien membre du ça, RAG, c'est sûr et maire de Belleflou. Voilà, vous êtes unique. Merci pour le casting ce soir. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Je sais que ça va être dur la partie ce Tous soir. les encore. mardis, Ah bah oui, ça maintenant, va être tendu, là. Tous les mardis, c'est mon Pomard. Ouais. Et c'est vrai qu'évidemment, on peut le confondre avec personne et il n'y en a qu'un seul exemplaire et c'est parfait. Malheureusement, ce C'est mon monsieur, Pomar, mais on n'en a pas marre. Ah, oh, Pas mal, ouais, ça aurait pu être pire. Hein. Et il s'est reproduit en plus, c'est Moi, ça le sujet. Moi, Non, François non, Degois, c'est ma thérapie en fait. Vous emballez pas trop, j'ai peur que ce soit l'inverse ce soir. Allez, chers amis, le sommaire de cette émission, ce jour de 11 novembre, hommage à ceux qui y sont tombés pour la France, mais cette date est aussi, et elle fait écho à notre époque avec un pays fracturé et des guerres aux portes de l'Europe, des tensions au Proche-Orient et des menaces qui couvrent un peu partout. Avec cette question du jour, le 11 novembre, est-ce pour vous une simple commémoration, un rappel à la vigilance ou une unité nationale? Pour l'instant, vous dites en majorité une unité nationale. Vous pouvez bien entendu continuer de commenter sur X et nous appeler au 0826 300 300. Et puis la question du soir, en 2 mois à Matignon, le Premier ministre s'efforce d'apaiser la France, mais le style et la méthode de Sébastien Lecornu suffisent-ils, après 2 mois à Matignon? Est-ce que vous faites confiance à Sébastien Lecornu pour sortir de cette crise? Vous dites en majorité non pour l'instant. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 20h. En 1914, l'équilibre de la paix est fragile en Europe. La guerre éclate et le terrible engrenage des alliances s'enclenche. On imagine alors qu'elle sera courte, quelques semaines. Mais l'illusion se dissipe bien vite. La guerre s'enlise, interminable. Des hommes mouraient dans la boue sans être blessés, simplement par faiblesse. Ils se couchaient et on marchait dessus. C'était effrayant. Le cessez-le-feu, nous l'avons appris vers 8h du matin. À 11h du matin, nous devions, à l'appel du clairon qui devait sonner le cessez-le-feu de l'autre côté de la Meuse, puis sonner le garde à vous, puis la musique de mon régiment devait jouer la Marseillaise, et nous devions, au commandement de garde à vous, nous lever de nos trous, présenter les armes aux Allemands, écouter la Marseillaise, debout naturellement, et après nous devions crier « Vive la France ». Les Vraies Voix Sud Radio. On va revenir donc sur ces commémorations du 11 novembre avec nos invités. Françoise Degois, Oui. La question était de se dire, finalement, quand on regarde cette commémoration, 107e anniversaire, si je puis dire, commémoration, quand on regarde en avant, on se dit, avant on se disait, les guerres c'était fini, c'était il y a très longtemps, et aujourd'hui on se projette quand même sur des conflits internationaux qui peuvent nous toucher de très près. Je suis d'accord avec ce que vous dites parce que on pensait que la guerre plus jamais, et c'est le sens même de la construction européenne. En réalité, voilà, le XXe siècle, c'est le siècle des horreurs. On en parlait il y a 1 minute avec Bruno. La Première Guerre mondiale, c'est un carnage humain, c'est un carnage psychologique, c'est une folie des hommes. Je ne sais pas, tous les films qui ont été consacrés, ces gens qui sortent des tranchées pour partir se faire massacrer. Je vous conseille d'ailleurs de lire le merveilleux livre de Pierre Lemaître, prix Goncourt, Au revoir là-haut, qui est vraiment un livre merveilleux sur comment on survit à la guerre de 14-18. Donc il n'y a pas un clocher, il n'y a pas un village où il n'y a pas un monument aux morts. Cette guerre a fauché les enfants d'Europe. Elle n'a pas simplement fauché les enfants français, elle a fauché les enfants allemands également. Et puis il y a la Seconde Guerre mondiale avec l'horreur indépassable de la Shoah, et on se dit plus jamais cela. Et évidemment, l'Europe arrive comme cette promesse de la guerre. Et évidemment, finalement, vous avez raison, l'histoire est un éternel recommencement, et surtout,
ce qui nous fait peur, on parle toujours du syndrome des Munichois, mais moi, en 14-18, ce qui me fait peur, c'est l'enchaînement des alliances. C'est l'assassinat de François-Joseph, l'archiduc, évidemment, à Sarajevo, qui entraîne par domino l'enchaînement des alliances. Et est-ce que nous ne sommes pas dans si cette loin fragilité, dans cette fragilité d'enchaînement des alliances de l'OTAN, notamment? Bruno Pomar. Ben non, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Françoise, évidemment, c'est parfait, mais... Pour une fois que vous pensez comme elle. Ben oui, non, mais parce que c'est tellement logique. Mais quand on voit... C'est tellement... De penser différemment, en fait. Quand on voit ce qui se passe actuellement avec des gens, des élus, au plus haut niveau, qui veulent nous faire oublier notre passé, notre histoire, etc., là, c'est un grand moment d'union nationale. Moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Si on est là ce soir, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont fait massacrer, comme tu le disais à l'instant, pour nous sauver nos familles, etc. Donc je pense qu'encore une fois, c'est des moments solennels, il faut les respecter, il faut qu'on les mette en avant, qu'on l'explique à nos enfants, à l'école, etc. Moi, je fais actuellement des séjours là, avec des jeunes, on leur explique ce que c'est, puisque c'est la période essentielle pour le faire, et je pense qu'il ne faut surtout pas oublier le drapeau français, c'est important, c'est ça notre pays, il faut jamais l'oublier. Mais c'est encore une fois dans une période comme la nôtre, vous savez que c'est compliqué parce que encore ce que je disais, je redis, on veut nous faire oublier beaucoup de choses. Nos statuts, notre histoire. Masquer en fait notre passé. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Samuel Botton, forcément, on le disait, on pense quand même au conflit quand on voit l'armée, quand on parle de réarmement aujourd'hui, il y a un passé, mais il y a un futur aussi. Ça soulève plein de questions. Alors juste pour dire que c'est d'abord notre devoir de mémoire et que forcément la mémoire s'estompe avec le renouvellement des générations. Ce qui peut expliquer peut-être la perte de sens qu'on peut ressentir vis-à-vis de ce jour. Et c'est là qu'on doit justement continuer à travailler là-dessus, à faire de la pédagogie, comme vous l'avez dit. Après, il y a la question, comme l'a abordé Françoise, de l'Union européenne. Et se poser la question non pas de ce qu'était l'Union européenne, le pourquoi et le comment, mais regarder droit dans les yeux ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et alors, tant je suis un fervent européen convaincu, tant j'ai beaucoup de mal à me positionner sur les différentes orientations qui ont été données, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de sécurité commune. Parce que, vu le nombre de pays que regroupe cette institution, il est très dur de trouver des accords et de dégager des idées émergentes qui fassent consensus pour tout le monde. Et effectivement, ce qui me fait très peur, c'est de voir un peu le contexte géopolitique qui est le nôtre depuis 4-5 ans. Et se dire qu'on n'a jamais été aussi proche d'un réalignement de 2 blocs, voire même 3 ou 4, à voir comment ça va se goupiller. Et qui nous amène à un danger certain, c'est-à-dire aujourd'hui on regarde d'un œil lointain ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, on regarde ce qui se passe du côté du conflit israélo-palestinien, et forcément se dire qu'à un moment, toutes ces crises et toutes ces guerres qui sont lointaines, elles vont taper à nos portes. Et à ce moment-là, il faudra réagir. Alors, je vais relancer sur Emmanuel Macron, qui lui a parlé de réarmement, justement. Essayer de repartir du bon pied sur cette question politique. J'ai tendance à penser que c'est insuffisant et qu'il va falloir faire preuve d'une meilleure volonté que ça. Samuel, juste si je peux me permettre, l'Europe quand même, malgré ses imperfections, elle fait front face à l'Ukraine. Malgré les pressions, malgré les pressions de Trump, l'Europe continue de soutenir Volodymyr Zelensky, malgré les pressions de Poutine. Je le dis parce qu'il y a quand même eu un sursaut européen à partir de février 2023. Sur les 27 pays, je serais tenté de te dire qu'il y en a quand même une dizaine qui rendent beaucoup de compte à Vladimir Poutine. J'ai laissé Trump en dehors de l'équation. Je te parle juste de la question de comment l'Union européenne... Je vais finir. Est-ce que je peux terminer? Vas-y. Il y a beaucoup de pays. Il n'y a pas beaucoup de pays. Il y a Orban, évidemment, qui rend compte. Voilà. Une fois que tu as dit ça, quand même, les Européens, y compris Giorgia Meloni, se situent aux côtés de l'Ukraine. On aurait pu penser que Meloni ne le ferait pas. Elle se situe totalement aux côtés de Volodymyr Zelensky. J'ai vu des soutiens plus affirmés, François. Non, c'est pas vrai. Non, c'est faux. Sur Meloni, tu te trompes. Vraiment, Meloni, elle est à fond. Alors, si tu le dis. Elle a reçu... quand même une Europe hyper unie. Je peux quand même pas dire que je suis une fan de Giorgia Meloni. Est-ce que tu es capable de me regarder dans les yeux et de me dire la politique de défense qui est menée par l'Union européenne à tous les niveaux est cohérente et fait consensus pour tous? Alors, il n'y a pas de souci. C'est pas ce que je te dis. Je te dis que l'Europe a fait front vraiment pour soutenir l'Ukraine. Et pas autant que ce qu'elle aurait dû. Mais ça fait 3 ans aujourd'hui que tu es dans une guerre, tu n'es pas sorti de l'impasse. Tu peux pas relancer le désarmement comme ça. Tu sais combien de temps il faut pour fabriquer un Rafale, par exemple? Tu sais combien de temps il faut pour fabriquer des chars? Moi, je trouve quand même que... Outre ça, peut-être ce que dit, et on va partir en pub, mais il y a l'intention aussi. Mais l'intention, c'est ce que je dis. Au contraire, l'intention des Européens. Il n'y a pas que l'armement et que les actes. C'est ce que je m'inscris en faux par rapport à ce que dit Samuel. L'intention européenne, globalement, est profondément pro-ukrainienne et profondément en résistance à Poutine. Démontre-moi le contraire. Alors, nous sommes malmenés par Vladimir Poutine et c'est encore plus grave. Bah oui, on est malmenés. Les amis,
Allez-y, 0826 300 300 si vous voulez réagir. Vous êtes les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h30. Il y a encore pas mal de choses à dire. On fait une petite pause et à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus. J'adore. C'est un moment assez divin, j'ai envie de dire. C'est un moment de grâce puisqu'on a l'impression que tout le monde s'arrête sur ces moments, surtout à 2 jours des commémorations des attentats. J'ai été assez gênée de me dire que, alors Nicolas Sarkozy, ça se comprend, mais que François Hollande ne soit pas là. Aujourd'hui à la cérémonie, mais je pense qu'il était en Corrèze en fait. Oui, mais quand même. Je pense qu'il a fait le choix de. Il y a beaucoup d'élus et de députés. Et François Hollande. Je trouve que dans une période comme aujourd'hui. Oui, mais je pense que il n'était pas redevenu député. Moi, je veux pas lui faire ce procès parce que François Hollande, on peut pas lui faire le double procès. C'est-à-dire que. Non, je fais pas de procès. Je trouve que dans un moment comme ça où on a besoin d'unité nationale, de dire je reprends mon costume entre guillemets de président et je viens parce qu'on sait que Nicolas Sarkozy soit pas là et que les autres n'existent plus. Moi, on a tellement reproché pendant le quinquennat à François Hollande d'être le monsieur commémoration qui commémorait tout et n'importe quoi, parce que ça a été vraiment une de ses critiques. Je pense qu'il était en Corrèze et je pense qu'en plus François Hollande, il y a le 13 novembre qui arrive et là, ça va être quelque chose de très très éprouvant, très éprouvant. C'est la seule fois où j'ai vu François Hollande pleurer. Je le connais depuis 25 ans. Pour rejoindre ce que dit Françoise, moi là où ça me choque pas du tout, c'est que il faut pas négliger les territoires. Tout ne se passe pas forcément à Paris, tout ne se passe pas forcément sur les sites historiques. On parle Bruno, il y a des commémorations, il y a des députés de Corrèze, c'est sa terre historique, qui le fassent là-bas. Il n'y a rien de choquant. C'est un fait exceptionnel. Là, c'est un fait exceptionnel, mais c'est au président de la République, en exercice, d'être le garant de ce devoir de mémoire. Avoir un François Hollande qui fait ça en Corrèze, ou un Nicolas Sarkozy, s'il l'avait pu, qui le fasse à Neuilly, qui est sa terre d'élection historique. Je n'ai rien à y redire parce que la France, c'est pas seulement Paris, c'est pas seulement Marseille, c'est pas seulement Lyon. C'est exceptionnel pour moi. Non, c'est pas une année exceptionnelle parce qu'on n'est pas dans un centenaire. Pour les 100 ans, j'aurais dit. Pour les 100 ans, j'aurais gueulé. Non, exceptionnel avec ce qui se passe après à 2 jours du 13. Non, mais je trouvais que c'était peut-être symboliquement parlant quelque chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je pense qu'il sera très présent pour le 13. D'ailleurs, il est très présent partout. Et voilà. Et le 13. Alors le 11, là, on est quand même dans l'émotion. Je pense que alors le 13. Je pense que c'est très différent. J'ai envie de pleurer, même. Je pense que le 13, le pays il y a quelque chose qui va s'arrêter dans ce pays. Le traumatisme du 13 est quelque chose de très. Disons, c'est long et court à la fois. C'est étonnant parce qu'on a lancé un sujet, enfin une question du jour sur X, en demandant est-ce que finalement le 11 novembre pour vous c'est une simple commémoration, un rappel à la vigilance, parce qu'on parle en ce moment beaucoup de vigilance et d'unité nationale. Et ben les deux plus forts sont le rappel à la vigilance et à l'unité nationale. On sent, et c'est l'unité nationale qui est le plus probant, on sent quand même qu'il y a une envie quelque part de se retrouver, de faire cohésion. Vous avez vu quand même des bisounours, non, c'est pas du tout bisounours, c'est une tendance profondément française qu'on peut voir dans ce type de commémoration. On l'a vu par exemple dans la folie commémorative, dans le très bon sens du terme, de la cérémonie des Jeux Olympiques. Il y a un moment, et même de l'ensemble des Jeux Olympiques, ce pays est capable de se taper sur la courge H24. Regarde, Bruno Pomar, Françoise Degois. On peut se taper dessus, mais il y a un moment donné, on se retrouve toujours autour. Non, mais on se retrouve toujours autour de la commémoration. Je sais pas ce que tu penses. Non, mais t'as tout à fait raison. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on est capable du meilleur comme du pire d'ailleurs. On est capable du meilleur dans le pire. Ce qui s'est passé après les attentats, quand Hollande a invité tous les chefs d'État, la France était mobilisée. C'était un cas exceptionnel évidemment, mais oui, on est capable du meilleur comme du pire d'ailleurs, parce que. On peut pas dire qu'actuellement ce soit ce qu'on fait de mieux en matière politique et autres, et même la vigilance. Alors la vigilance, ça veut dire le risque de penser que la guerre pourrait revenir. Mais en fait, quand on entend la guerre ou les attentats, non, mais c'est surtout que moi ça me fout la trouille. C'est un conflit les politiques qui parlent toute la journée que la guerre va arriver. Ça me fout la trouille là. 2 jours, on nous dit dans 4-5 ans, l'armée, on se prépare pour faire la guerre. Putain, rassurez les Français un peu. Calmez-vous, les amis. Calmez-vous. Je suis d'accord parce que personne n'a envie d'une guerre, surtout la nouvelle guerre, la guerre telle qu'elle est menée. Je conseille à tout le monde d'aller faire un tour quand vous
pourrez à Hiroshima et Nagasaki, vous verrez qu'est-ce que c'est la folie nucléaire des êtres humains et que plus jamais ça, une seule fois pendant des 10 000 ans qui viennent, plus jamais, quoi. Voilà. Samuel. Ça permet de soulever plein de questions et je pense que depuis 5 ans, les Français et leurs nerfs ont été mis à rude épreuve. Ils sont lassés, ils sont fatigués et ils sont pris en tenaille par une classe politique qui n'est pas à la hauteur. Au niveau, et encore plus sur ces 3-4 dernières années. Alors ces moments de commémoration et de solennité, ils sont importants, et je pense aussi qu'à un moment, il va falloir leur lâcher la grappe, les laisser vivre tranquilles. Alors c'est pour ça, ça dérive un peu, mais c'est pour ça que j'ai toujours été partisan depuis un an et demi de dire il nous faut un gouvernement d'affaires courantes, il faut vraiment les laisser tranquilles. Et puis après, effectivement, moi je suis curieux de voir quel va être l'état du pays pour le 13 novembre. Parce qu'effectivement, c'est ce que je disais, c'était 10 ans, c'est long et court à la fois. Bruno disait, peuple français capable du meilleur comme du pire, il est capable du meilleur et souvent dans le pire. C'est le principal enseignement que je retire justement du 13 novembre et des derniers moments qu'on a eu de cohésion. Regarde, dans la joie, il est capable, dans les Jeux Olympiques, il est capable. Regarde, on avait une peur panique. Non, mais de la sécurité, etc. Tous les jours, on se disait à cette antenne, et parce qu'on avait, est-ce que ça va tenir ? Ça a été absolument génial. On a surréagi. Non, mais peut-être, mais ça a été génial. Les policiers, alors c'était embrassons-nous Folleville. Donc je veux dire, on est capable aussi, dans la joie, de ce type d'allégresse. C'est pas que dans le pire, en fait. On est capable dans l'union. Policiers internationaux pour les JO. Allez. Ça pas simplement, il y avait vraiment des bons flics français très sympas. Les amis, allez tout de suite, on y croit pas. On n'y croit pas, allez, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et Ségolène Royal rêve encore de 2007 et propose d'être élue 17 ans après. Écoutez ce qui s'est passé hier sur TF1. Et finalement, quand on regarde les choses, la meilleure sanction, ça aurait été quoi ? Si ça avait été théoriquement possible, ça aurait été l'inversion des résultats, finalement, si je peux me permettre. Traduction, être proclamée présidente en 2025 pour réparer ce qu'elle estime être une tricherie financière à l'époque. Ségolène Royal fait bien une référence à sa défaite contre Nicolas Sarkozy en 2007. Pour elle, ce second tour reste historique et cruel. Et cette idée de rétablissement moral ressemble à un roman politique alternatif où l'histoire serait réécrite par les perdants. Quelque chose à dire, on n'y croit pas, Cécile. Ségolène Royal, elle nous étonnera toujours, Françoise Degois. Elle est toujours, c'est quelqu'un le rebond, la phase du rebond systématique. Elle est toujours, alors je ne suis pas tout à fait certaine de partager sa déclaration d'hier. Je pense que c'est à la fois une boutade, mais ça correspond aussi à ce qu'elle pense aussi profondément sur la façon dont a été gérée cette campagne de 2007, et surtout c'est une manière de taper sur Sarkozy, c'est une manière aussi d'oublier les manquements de son propre camp qui ont été absolument épouvantables, à commencer par celui qui était encore son compagnon, François Hollande. Donc on sent quand même, moi ce qui me gêne là-dedans, et je lui dis, ça veut dire que l'histoire n'est pas passée, et à un moment donné, quand on résilie, il faut vraiment résilier à 100%. Il faut aller de l'avant. Elle devrait en rigoler de cette histoire, mais cette phrase dit beaucoup de choses. Allez, Bruno. Elle va nous revenir ou pas ? On ne sait pas. Elle est jamais partie. Je vais pas taper sur Ségolène Royal parce que je sais que ça va pas faire plaisir à Françoise, mais et je la trouve, c'est vrai qu'elle est cash. Elle fait partie de ces politiques qui sont cash, et la plupart du temps, les autres ont une langue de bois. Le seul truc que j'ai retenu de Ségolène Royal, c'est le fait de vouloir mettre l'armée au devant de la jeunesse, pas pour la combattre. L'encadrement militaire, c'était vachement bien. Là-dessus, j'ai toujours été OK avec elle. Mais alors, c'est toujours une revenante, quoi. Elle a voulu être sénatrice, elle s'est fait virer. Ça fait 45 ans. Mais il n'y a pas qu'elle, là, parce qu'on parle d'elle. On a toujours les mêmes qui ont envie de revenir quelque part. Et ça me gonfle, mais d'une façon que vous n'imaginez. En même temps, elle existe dans le paysage politique, Samuel. Elle a pris autant de poids. Son dernier livre s'est vendu à 75 exemplaires. Donc je pense que son poids politique reste relatif. Non, 75, j'ai vérifié les chiffres ce matin, c'est du 75. C'est vrai, 75. C'est pas grave. C'était pendant le Covid, non ? Non, c'est celui de ce matin qui est sorti il y a une semaine. J'ai envie de vous dire, des politiques qui ne vendent pas, il y en a, Marlène Schiappa, Bruno Le Maire en son temps et quelques autres. Donc ça, c'est pas grave. Après, effectivement, comme l'a dit François, j'espère qu'on est réellement sur le ton de l'humour. Je peux comprendre que la pilule ait du mal à passer parce qu'elle a touché du doigt plus que n'importe qui, et surtout plus que n'importe quelle femme, l'hypothèse de devenir présidente de la République. On reviendra pas effectivement sur le traitement de son parti. Elle a été lâchée par tous les éléphants parce qu'elle a eu le malheur
de leur mettre une raclée sur une primaire. Et puis après, son parcours politique, il reste honorable. Elle a été ministre à de nombreuses reprises, même après 2007. Par contre, j'ai du mal à imaginer une présidente qui, il y a encore 6 mois, tenait des chroniques chez Cyril Hanouna. C'est vrai, Allez, c'est une petite 30 secondes. tâche, une grosse tâche même. Bon, ils vont toucher, mais non, mais pas pour Ségolène, faire des chroniques. non, je dis pas du mal. Non, mais Samuel, Ségolène, je suis d'accord avec ce que vous dites. Après, elle fait partie de l'histoire de ce pays. Vous savez, maintenant, d'ailleurs, les gens, il y a 2 personnes que les gens appellent par leur prénom, et ça, il faut quand même le constater, c'est Ségolène et Rachida. Quand vous parlez de Rachida Dati, les gens disent Rachida. Ils disent pas Rachida Dati. Il y a un truc qui a été imprimé dans ce pays avec ces 2 femmes, qui est assez fort et assez, en tout cas pour Ségolène, assez indélébile, je pense. Voilà. Merci et les pas amis. débile. Allez, dans un instant, le tour de table de l'actualité. C'est vous qui l'avez dit, Françoise. Françoise, on revient sur quoi demain? Demain, la journée, demain à l'Assemblée nationale, c'est popcorn. C'est la réforme des retraites, le dégel des pensions. Bam. Attention et attention. Samuel Botton. Les influenceurs de l'entrepreneuriat qui multiplient les conférences pour vous apprendre à devenir riche comme eux. C'est ça, Bruno Pomar. Ça marche? Ouais, marche de violence contre les policiers. Je peux comprendre. Allez, on fait une petite pause et on revient dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300, c'est Aude qui vous attend avec joie et bonne humeur. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus. Fallait pas les inviter, moi j'ai envie de dire, parfois autour de cette table. On aurait dû en prendre d'autres, mais bon, on les aime quand même. Françoise Degois est avec nous. Bonsoir Françoise. Bonsoir mademoiselle. Vous êtes contente de nous voir? Moi je suis très heureuse de vous revoir. J'avais peur de vous avoir perdu à jamais, ça me rassure. Mon Dieu. Dit-elle, alors que pas un coup de fil, pas un SMS. C'est pas vrai, on n'arrête pas d'envoyer des messages par radio interposée parce que... Bruno Pomar est avec nous. Exceptionnellement. Ouais, pas du tout. J'adore dire exceptionnellement, ça fait un peu... Ouais, c'est comme si c'est... Ouais, c'est ça. Et Samuel Botton. J'étais déjà là hier. J'étais déjà là hier, donc voilà. Mais vous serez peut-être là demain, on sait pas. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. À table, c'est vrai. On va parler de politique politicienne. Ouais, je peux ne qu'être d'accord avec Ciotti. Ah bon? Ça, c'est catastrophique, Thérèse. Comment dire? Alors là, n'importe quoi. Le tour de table De l'actualité. À quel moment vous étiez d'accord avec Ciotti? Je ne sais plus. Degois. Alors, je ne sais pas. En disant il fait beau et c'est l'été, je suis content qu'il y ait du soleil. Ça, c'est possible. En tout cas, demain, la journée va être tendue. La journée, c'est vraiment, je dirais que c'est le bouquet capitant du feu d'artifice. C'est-à-dire que demain, évidemment, c'est l'examen de la suspension de la réforme des retraites. C'est également le dégel des pensions de retraite qui, a priori, devait être voté. C'est également l'ONDAM. Alors, l'ONDAM, derrière cet acronyme, se cache le financement de l'hospitalier, du plan hospitalier. Et donc, demain, tout est groupé à partir de 15h. Et c'est ce moment, à mon avis, incroyable, ce moment politique fou où vous allez avoir, si vous voulez, la suspension de la réforme des retraites, puisque le gouvernement a ajouté aujourd'hui un amendement pour, en plus de ça, aller sur les carrières longues. Vous allez avoir cette suspension votée du Parti socialiste jusqu'au Rassemblement national. On enlève évidemment les R. Et vous allez avoir LFI qui a déjà annoncé que non, il ne vote pas parce que c'est pas chimiquement pur et que de toute façon c'est une arnaque, etc. Et c'est complètement fou de voir que cette suspension va être rejetée par la France Insoumise et votée par le Rassemblement national. Ce qui est complètement délirant. Mais je trouve ça génial. Ce débat parlementaire est exceptionnel parce que tous les masques tombent, parce que c'est la vérité des prix. Pourquoi LFI ne vote pas? Parce que LFI ne veut pas donner le point au Parti socialiste. Bien sûr que c'est Olivier Faure et Boris Vallaud qui ont obtenu cela de Lecornu et d'Emmanuel Macron et de Sébastien Lecornu. Bien sûr que c'est eux qui l'ont obtenu. Il y a les municipales. LFI est toujours désormais dans sa logique de plumer la volaille socialiste. C'est très grave ce que vous dites, parce que c'est sciemment, c'est quand même dramatique. Il faut que ça vote le budget, je vous assure. Elle a totalement, non seulement ils impactent les Français en faisant ce qu'ils font, mais en plus ils font que de la politique politicienne, des calculs de merde. D'intérêt personnel. C'est terrible. C'est pour ça que les gens n'aiment plus quasiment le national et aiment leur maire, parce que le maire au moins il fait des choses concrètes, soit de gauche comme de droite, on s'en fout, c'est pas la question. Mais ceux-là deviennent insupportables, quoi. C'est terrible pour la France. Samuel. Je ne suis même pas sûr que le calcul de la France insoumise soit le bon.
à vouloir systématiquement être dans le coup d'état permanent et à miser sur une potentielle dissolution ou à réclamer une démission. Non, hein. Non, mais je vais te parler, je vais vous parler chiffres, je vais vous dire très simplement, demain on dissout. Le PS et la France Insoumise, s'ils reviennent à 30 députés, c'est le bout du monde. Non, pas Donc, du tout. Je suis pas pas sûr. du tout. La dissolution, alors moi, j'ai toutes les projections. Vas-y. Le PS, sans la France Insoumise, mais avec les écolos, c'est entre 90 et 120 députés. La France Insoumise termine à 30. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement délirant, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que la France Insoumise ne veut pas la dissolution. Ils veulent la destitution parce qu'ils savent très bien que sans accord politique, ils ne passent pas. Alors, il y a un point juste très important à prendre en compte sur une potentielle législative, c'est que j'ai du mal à imaginer un front républicain, ne serait-ce qu'existant ou aussi solide que ceux qu'on a connus par le passé. Et là, ça nous ouvre des voies, des triangulaires, des quadrangulaires. Oui, bien sûr. Et je suis pas sûr que le résultat soit aussi certain d'arriver. J'ai même tendance à penser que ça fait le jeu du Rassemblement national. Mais moi, je trouve qu'il y a un sursaut des socialistes intéressant. Oui, quand même, par rapport à la pression qu'ils avaient de la France Insoumise. Avec ils sont libérés. Le nouveau Front populaire. Ils sont libérés. Il était temps. Il était temps, c'est long, processus politique. Maintenant, il faut juste accorder Marine Tondelier. Ça fait quand même... Un an. Ça fait quand même, je ne sais pas combien de temps ils ont piétiné. Bruno Pomar, vous voulez revenir sur les policiers victimes de violences et vous en avez assez. Oui, regardez dans le Cher encore un policier de la BAC. Alors, je sais qu'il y en a certains qui les aiment pas, les BACeux, mais ils font un travail formidable jour et nuit. Ils font du saut dessus sur les voyous, pas sur des gens comme nous, sur les voyous. Et il y en a un qui a été gravement blessé, puisqu'il a pris une balle dans le coude. Il y en a marre, quoi. C'est des 15 000 agressions de policiers dans ce pays. On n'en parle pas assez. Non, mais c'est un truc de fou. 15 000. C'est insupportable. J'arrive même plus à trouver les mots tellement j'entends souffrir les copains. Moi, je les appelle les copains de police secours, de BAC, de compagnie d'intervention qui disent waouh, quelle société dans laquelle on vit. Parce qu'ils prennent tout sur la gueule en permanence. Du matin au soir. Je peux vous poser une question, et Cécile va répondre, mais aussi, qu'est-ce qu'elle a de particulier, la BAC? Qu'est-ce que c'est la BAC? Parce que c'est vrai qu'elle a à la fois une réputation formidable et un peu sulfureuse. Pourquoi? Parce que c'est du terrain déjà. Oui, parce qu'ils ont un métier qui est difficile par rapport même à la sécurité publique. Pourquoi? D'abord parce qu'ils travaillent en civil souvent, donc c'est les gars qui font du saut dessus, comme on dit, c'est-à-dire sur les voyous. Et évidemment, la voyoucratie, je ne veux pas faire de stigmatisation par rapport à certains quartiers, mais elle se trouve dans des endroits bien précis que nous connaissons tous, et malheureusement, c'est la banlieue parisienne qui est la plus impactée. Et là où on trouve des équipes de BAC très efficaces et qui vont au carton quasiment tous les jours, ce sont dans ces quartiers. Tout ça, c'est récupéré. Vous voulez en venir, ma chère? Non, je pose la question. La France Insoumise, évidemment, veut la faire disparaître là-bas, qui pourrait même faire disparaître carrément la police, ça serait peut-être super intéressant. Sauf pour les protéger, eux. Ouais, mettre des mobiles, etc., avec des raquettes et des balles de tennis. Bref, on ne se rend pas compte l'utiliser qu'on sait d'utilité. Alors, évidemment, il y a toujours des problèmes. Il peut y avoir des dérapages, on le cache pas. Je vous rappelle quand même l'inspection générale de la police nationale dont on dit qu'on lave notre linge sale en famille, ce qui est totalement faux. Je veux dire, moi, quand j'ai connu l'IGPN il y a plus de 30 ans, je veux dire qu'on balisait. Et actuellement, les policiers, ils balisent. Ils n'ont pas envie d'avoir affaire à l'IGPN. Parce que quand on fait les cons, l'IGPN sanctionne, soit administrativement, soit judiciairement quand c'est grave. Donc c'est même plus l'IGPN, après c'est la justice. Mais les policiers sont l'administration la plus sanctionnée. Donc et un petit mot pour les BAC nuit. Et en particulier, parce qu'ils sont sans arrêt. Les BAC, ça veut dire brigade anticriminalité. Oui, donc c'est les types vraiment opérationnels. Ils sont sur le terrain, ils vont au contact, et souvent c'est les autres qui viennent au contact contre eux. Ce sont des mecs de terrain qui connaissent parfaitement. Ils se fondent. C'est incroyable. C'est très courageux, parce que aller faire une nuit ou deux nuits avec la BAC, vous allez voir. C'est ceux que j'ai invité d'ailleurs, certains députés LFI. Il faut que tout le monde regarde BAC Nord, parce que là on se rend compte de ce que ça veut dire le courage en fait physique. Et puis le guet-apens. Et que les gens sachent que la violence n'est pas toujours du côté des policiers. Quand un policier déconne, il est sanctionné. Point final. Il n'y a pas de cadeau. Il y en a plein qui sont révoqués. Mais ça, on n'a pas. Il faudrait qu'on communique beaucoup plus avec les GPN pour le dire parfois. Il n'y en a pas plein qui sont révoqués. Ceux qui font mal sont révoqués. Évidemment, oui. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Évidemment. Parce que un petit mot avec. Non, j'ai rien de plus à ajouter, si ce n'est essayer d'amener des pistes de réflexion pour améliorer et la sécurité des policiers et la sécurité des concitoyens. C'est des thèmes qu'on a abordés maintes et maintes fois. C'est comment est-ce qu'on équipe les forces de l'ordre. Et à un moment, il faudrait que tous soient équipés de caméras. C'est mettre en place des systèmes qui permettent de faciliter leur travail au quotidien. Et je pense notamment aux polices de proximité qui sont elles aussi en première ligne. Sur la question de la BAC, évidemment, j'ai même envie de vous dire, on est sur du tout venant. C'est-à-dire, ça peut aller d'un feu qui est grillé sous leurs yeux jusqu'à une intervention d'un jeune qui vient de toucher
mais Samuel, c'est compliqué de mettre une caméra au mec de la BAC. D'abord, non, pour je des ne raisons parlais pas forcément de la BAC. Je parlais vraiment de police de proximité parce que c'est eux aussi qui sont en première ligne. Et sur la BAC, je ne vous apprendrai rien, Bruno. Nombreux sont les quartiers en France où à l'entrée vous avez des murs où sont taguées les plaques d'immatriculation des voitures de la BAC pour leur tourner. Donc à un moment, c'est toujours la même question, c'est-à-dire on peut prendre du point de vue de la criminalité, des violences, mais c'est aussi se dire, en laissant ces problématiques-là de côté, comment est-ce qu'on réenchante et on remet du lien entre forces de l'ordre et entre citoyens, j'ai envie de vous dire, lambda. Et c'est un vrai sujet hyper intéressant. Samuel Beton, justement, sur les influenceurs. Moi, je vais vous parler des réunions Tupperware de 2025. Alors, souvenez-vous, une époque que Bruno et Françoise ont peut-être connue. À l'époque, on faisait des réunions Tupperware pour vendre des choses. Et c'est ce qu'on appelait à l'époque un système pyramidal. En 2025, ça continue. Aujourd'hui, on a une myriade d'entrepreneurs qui nous vendent leur image et leur lifestyle sur Instagram en nous disant qu'ils vont nous aider à scaler nos sociétés et à faire plus de 100 000 euros par mois. Et donc là, en ce moment, on est dans la grande période où chacun organise sa conférence dans des grands salons parisiens et à renfort de superstars. Par exemple, Teddy Riner sera présent sur une conférence avec l'un d'eux dans pas longtemps. Il y en a quelques autres. Alors dans tout ça, vous avez effectivement celui dont on a entendu parler récemment, Anthony Bourbon, un des visages de l'entrepreneuriat sur M6. Enfin, ça dépend pour qui. Et ce fameux clash qu'on a eu avec Hakim Ben Othman. Alors je dirais ça à nos auditeurs. Quelqu'un qui vient vous dire « Rejoignez mon club, il y a un ticket d'entrée entre 5 et 10 000 euros et grâce à moi, vous allez devenir riche », ne l'écoutez pas et ne lui donnez surtout pas d'argent. Votre business model, son business model à lui, c'est vous. S'il y avait une méthode miraculeuse pour être riche sans travailler, croyez-moi, je ne serais pas là ce soir et je serais déjà depuis longtemps sous les cocotiers. Donc tout ça pour dire, on est face à cette génération d'entrepreneurs qui vend son image et qui ne vend plus de concret. Ils sont très forts, ils sont super forts. Et j'ai presque envie de dire, c'est les enfants un peu de Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc qui a quand même cette image très médiatique, qui a porté le groupe Leclerc à bout de bras pendant des années, mais finalement quand on regarde un peu dans les montages financiers, il n'a pas de fonction opérationnelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend son image, il vend du consulting. Aujourd'hui, on a des Michel-Édouard Leclerc low cost qui vont taper sur les petites gens pour leur gratter entre 500 et 10 000 balles en leur disant, grâce à moi, tu vas devenir riche sur des produits où eux-mêmes n'investissent pas. Quel univers. J'ai été au concert de Billie Eilish en juin dernier, à l'Arena, donc assez proche de la scène. Tout le monde attendait Billie Eilish. À un moment donné, toute la foule, toute la fosse se retourne et se met à acclamer des gens un peu plus hauts que nous. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ces gens? C'était les influenceurs. Et alors, figurez-vous que moi, boumeuse de base, il n'y a pas une seule tête que je reconnaissais. Et vous aviez l'ensemble de la salle qui applaudissait en criant « Oh !» et eux, qui filmaient comme ça. Je dis, mais c'est quoi? Complètement largué, tu vois. Moi, vraiment, alors, je te fais juste un gros distinguo entre l'influenceur tel que tu m'en parles et le créateur de contenu et ceux que j'ai évoqués qui sont vraiment des entrepreneurs zéro et qui font du business là-dessus. Merci. Je me suis sentie vieille en fait. Alors que tout le monde savait qui vous étiez, François. C'est ça qui est dingue. Oui. Non, mais c'est tous les influenceurs. Mais regardez, Françoise de Gouaille là. Allez, tout de suite, l'info en plus dans un instant. On va revenir sur cette solution que propose Gabriel Attal de verser 1 000 euros à chaque nouveau-né. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et dans cette émission, c'est un couloir, c'est un couloir de gare. Voilà, ça papote, ça rigole. Non, mais il est en train d'appeler la BAC pour venir me serrer à la fin de l'émission. Non, mais on vous dérange pas, Bruno Coma. Vous passez des coups de fil en direct. Il passe des coups de fil pour venir me serrer à la fin de l'émission. Non, mais blague à part. Méfiez-vous. Mais non, c'est un copain. Méfiez-vous. C'est pas qu'il me disait merci pour avoir parlé des policiers. Il me l'a fait il y a 25 ans, donc faites très attention. Faites gaffe à ce que vous allez dire avec moi. Et c'est comme ça qu'on finit. Soyez gentils. Vous finissez officier de police, je rappelle que vous êtes flic en fait en vrai. C'est vrai. Je vous raconterai une petite histoire à l'occasion. Je me protège. Petite histoire à l'occasion, oui, ça l'a bien marqué. Moi je flipperai, je verrai la de Ménibus dans une descente de bagnole. Alors la de Ménibus qui sort, tu vois. Mamma mia, je rends les armes tout de suite, c'est bon. Je l'ai vécu. N'insistez pas. Je l'ai vécu. Menottage et palpation. Les palpations, exactement. Et les amis, tout de suite l'info en plus. Oui. Les vraies voix Sud Radio. Est-ce donc la solution pour sauver les retraites? Gabriel Attal qui propose de verser 1 000 euros à chaque nouveauté. Nouveau-né.
François Liborno. Oui, vous l'avez dit, moi j'ai pas grand chose à rajouter, Cécile, parce que c'est la nouvelle proposition de Gabriel Attal et c'est Philippe Crevel qui est économiste qui nous en parle. Bonjour Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quand vous avez sûrement vu cette proposition de Gabriel Attal, c'est quand même assez fort de parler de ça. Est-ce que pour vous, ça peut consister en peut-être une solution pour sauver nos retraites qui sont un peu malmenées? Moi, j'en suis pas encore à cet âge, mais je sais qu'elles sont malmenées. Ça va. Non, mais tout de suite désagréable. Je suis pas totalement convaincu parce que donner donc 1 000 € à chaque nouveau-né, c'est sympathique, mais globalement, c'est pour la retraite dans 62 ans à peu près. C'est ça. Sachant que le problème qu'on a sur les retraites, c'est aujourd'hui et dans les 20 à 30 prochaines années. Parce qu'en fait, ce sont les baby-boomers qui sont assez nombreux, parce que il y a des larges générations qui sont en train de prendre leur retraite, et c'est ça qui pose problème. Dans 60 ans, on sera dans un autre monde. Alors, c'est généreux de dire qu'on donne 1 000 € à chaque nouveau-né. Ça coûte la bagatelle de 750 millions d'euros, d'ailleurs. 600 000. Sachant que l'État français est légèrement en déficit. Donc, je suis un peu étonné. Après, l'idée de faire un pilier par capitalisation de fonds de pension, pourquoi pas? Mais c'est pas forcément, on va dire, ce qui va résoudre notre problème de retraite aujourd'hui et demain. Alors, des économistes, pardon François-Louis, je vous donne la parole tout de suite, des économistes ont regardé à raison de 6% par an. Ça veut dire qu'à l'âge de la retraite, vous touchez entre 8 500 et 10 000 €, ce qui n'est pas non plus... voilà. Quand Gabriel Attal promet un système clair, universel, sans âge légal, pour vous, au final, c'est pas quelque chose d'assez concret et surtout peut-être pas réalisable? Pour le moment. Créer un fonds de pension général avec l'ensemble des nouveau-nés et des générations à venir qui seraient couverts par l'État, bon, c'est sympathique. Je l'ai dit, ça ne règle pas le problème de la retraite des générations actuelles. D'autre part, je connais l'État. À un moment donné, quand il y aura un magot, oui, bien sûr. Et alors, Philippe, il va servir à autre chose. Philippe, 50 secondes. Vous avez raison, parce que vous vous souvenez de la cagnotte de Lionel Jospin. Les moins de 20 ans peuvent pas connaître. Et que Bercy voulait absolument mettre la main sur ce trop-plein. Ça, je m'en souviens, c'était une bataille. Le fonds de réserve de retraite créé par Jospin, Nicolas Sarkozy l'a utilisé pour payer la dette sociale. Mais évidemment. Donc, d'ici 60 ans, je crains qu'il y ait quelques tentations. On en parlera à l'ancien Premier ministre. Merci beaucoup Philippe Crevel d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste. Et si vous, par exemple, vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et il va bien falloir que vous fassiez quelque chose. Et c'est Philippe de Hier qui est avec nous dans l'Essonne. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir à vous et à toute l'équipe. Bienvenue, monsieur le ministre. Vous êtes ministre du budget pour l'heure. Quelle serait votre première proposition? Alors, ma première proposition va porter sur un sujet qu'on connaît tous, c'est la dette française. Oui, bien sûr. Je rappelle juste quelques chiffres. 3 500 milliards à l'instant où on se parle. 5 000 € à la seconde, pardon. Et surtout des intérêts de la dette. J'ai regardé quelques chiffres avant de vous appeler. 55 milliards en 2025 et 75 à 90 milliards en 2027. Donc ma proposition ne va pas du tout faire plaisir aux établissements financiers, mais je crois que c'est une question de souveraineté et d'état de nos finances. Alors, la proposition, elle repose sur un constat, c'est que la France, jusqu'en 73, son prêteur, c'était la Banque de France. Et puis en 73, on a une loi qui a obligé l'État à se financer sur des marchés financiers. On a aggravé les choses en 93, ce qui fait qu'on a coupé complètement le lien entre l'État et la Banque de France. Et en même temps, historiquement, c'est la fin de l'économie mixte et puis l'avènement du capitalisme. Donc moi, je propose tout simplement que l'État français puisse à nouveau emprunter auprès de la Banque de France sans intérêt. Donc c'est des dizaines de milliards dont on parle à l'instant présent, qui sont une source d'économie. Mais vous avez raison, vous savez que c'est une des, soit un effacement de la dette possible, soit ce que vous dites, c'est une des solutions qui sont prônées par un certain nombre d'économistes. Vraiment, c'est tout sauf bête ce que vous dites. En fait, moi, je serais assez favorable à cela. Oui, parce que là, on ne parle pas par 500 millions ou milliards, on parle par dizaines de milliards. Bien sûr. Donc, bien sûr. Nos soucis, nos députés, je trouve, devraient s'intéresser à ce genre de proposition. Pourquoi ne revient-on pas sur une situation qui a prévalu pendant 40 ans et qui n'a posé aucun problème à la France? Et ben voilà, ça c'est un ministre ministrable. Ah bah oui, on le parle tout de suite. Je demande rien, même pour les quelques minutes d'intervention. Monsieur est patriote. C'est dommage, on allait vous donner de Bruno Pomar, mais si vous en voulez pas.
venir en vacances chez vous. C'est pas grave, il viendra faire un peu de ménage, tout ça. Il fera de la place, comme on dit. Merci Monsieur le Ministre, merci Philippe en tout cas de hier d'avoir accepté cette invitation et d'avoir été si talentueux. On se retrouve dans un instant, en attendant les incontournables de l'argent avec Thomas Binet. Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné ce soir de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de l'Eneobank Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, vous vous souvenez de ce journal de Tintin qui disait de 7 à 77 ans? Ah oui. Ce slogan. Oui. Eh ben on va en parler indirectement parce qu'on va s'intéresser aux plus jeunes. C'est pas les plus âgés seulement qui doivent investir. Il faut qu'on commence de plus en plus jeune l'éducation. C'est votre cheval de bataille aussi, cette pédagogie. Mais alors, en quoi c'est important quand même d'apprendre aux jeunes? Ils ont autre chose à penser quand ils sont leurs premières années? Alors, on a coutume de dire qu'on essaye, en tant que parents, de préparer ses enfants à devenir des adultes. C'est vrai. Et pour ça, il y a des compétences qui sont nécessaires. Par exemple, aujourd'hui, on apprend à nos enfants à maîtriser le digital, à ne pas se laisser déborder par le digital. Eh bien, force est de constater que le monde qu'on va laisser à nos enfants va nécessiter des compétences en matière d'argent. De plus en plus nombreux, de plus en plus endettés, avec de moins en moins de gens qui travaillent. Il n'y a pas de secret, on le sent tous bien. Il faut améliorer la gestion financière. Donc c'est essentiel de commencer à parler d'argent aux enfants. C'est un sujet sensible, mais c'est absolument très important parce que ça crée des automatismes dès l'enfance dans le rapport à l'argent. Et commencer tôt, eh bien, ça met les enfants sur la bonne voie pour gérer dans des situations difficiles ou simples d'ailleurs, leur argent comme un outil. On parle beaucoup de capital social, on parle beaucoup d'équité, d'égalité des chances, on parle beaucoup des inégalités aussi que l'argent crée. Eh bien, donner de l'éducation financière à ses enfants, c'est contribuer à lutter contre ces inégalités-là. C'est un capital qui n'est pas financier, qui est un capital de savoir. Et c'est indispensable pour le monde qui vient. Alors c'est très clair ce que vous venez de nous dire. Effectivement, il faut commencer jeune. Mais très concrètement aussi, comment on fait pour transmettre ces outils aux jeunes, aux enfants, pour que justement ils arrivent à bien gérer leur argent? Alors, je vais mentionner 3 aspects peut-être rapides. Ouais. Le premier, c'est une innovation qu'il y a en France, qui n'est pas encore suffisante, mais qui est néanmoins notable. C'est ce qu'on appelle le passeport EducFi. C'est l'éducation économique, budgétaire et financière à l'école, qui comprend une formation de quelques heures, avec un test qui donne lieu à un passeport et qui est décerné aux collégiens et une partie des lycéens. C'est une bonne base, mais c'est vraiment le tout début. C'est surtout pour vous, en tant que parents, l'occasion de commencer une conversation avec eux sur ces sujets-là. Ensuite, vous avez des outils très bien qui ont été développés pour les enfants. Je pense à EasyWeb, qui fait un cahier de compréhension pour les enfants, à Grégory Guillemin, qui a aussi fait un cahier pour les enfants. Ça fonctionne très très bien. C'est le format cahier de vacances et ça marche à tous les coups. Et enfin, vous avez un outil qui est à la disposition d'à peu près tous les parents, qui est l'argent de poche. Avec l'argent de poche, vous avez largement de quoi expliquer les grands concepts financiers à vos enfants. Et si j'osais, je rajouterais à votre liste qui nous écoute tous les mardis soirs vers 18h50 sur Sud Radio, ou qui nous réécoute d'ailleurs sur les plateformes. Mais plus sérieusement, c'est facile, Mathias, d'inciter les enfants à le faire, ça? Dans mon expérience personnelle de parent, c'est relativement simple. Ouais. 2 astuces que j'utilise. La première, c'est de couper le son quand il y a de la pub. Ça donne aux enfants une compréhension de ce qu'est la consommation et un recul sur la consommation qui est très utile. Couper le son quand il y a de la pub, c'est un premier élément. Une autre astuce, c'est avec l'argent de poche. Si vous donnez de l'argent de poche à vos enfants, moi, de temps en temps, je leur dis, voilà 10 €. Si tu réussis à gagner 10 € avec, je te redonne 10 € en plus. Ça les fait rêver et ça les pousse à réfléchir au fait que l'argent, c'est un flux. L'argent, c'est pas un stock. L'argent, c'est pas une valeur qui plane au-dessus de nous. L'argent, c'est un outil au service du développement humain. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est de leur apprendre à prendre leur argent et donc leur avenir en main sereinement.
Et un avenir serein, ça n'a pas de prix. Et si je vous suis bien, si on commence tôt, dès qu'on devient jeune adulte avec son premier travail, son premier job, on commence à épargner et à gérer sa vie professionnelle comme ça. L'argent, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, c'est une histoire d'habitude. Le plus tôt on prend les bonnes habitudes, le mieux c'est. Habitude, régularité. Merci Mathias pour votre analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin dès 9h27 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir. Allez, vous restez avec nous autour de cette table, nos camarades, bien entendu, avec Françoise de Gois, Bruno Pomar, Samuel Botton et vous, au 0826 300 300. Et juste une petite information, parce que si vous voulez remporter un appareil à fondu de la marque Fondussimo, en famille ou entre amis, vous allez pouvoir explorer des possibilités de fondu assez réinventées. Vous allez voir que avec du bouillon, du fromage, du chocolat, tout ce que vous voulez, tant que vous nous invitez à dîner, voilà, vous pouvez jouer. Et pour jouer, c'est facile, vous envoyez un SMS sur lequel vous écrivez SUD, S-U-D, au 7 20 18, 7 20 18. Et à l'issue de cette émission, on vous prend à l'antenne, on vous cajole et on vous fait des bisous et tout ça. Et bien sûr, vous repartez avec le cadeau. Et on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus. Je vais faire l'appel. Françoise de Gois. Bonjour madame. Oui, Samuel Botton. Présent. Ah oui, dis donc, quelle angoisse. Ouais, bonjour. Bruno Pomar. Bonsoir. Ce qui est formidable avec Françoise de Gois, c'est qu'elle nous raconte tout plein de choses entre les... Non mais c'est lui qui dit ça, c'est vraiment la femme. Non mais attendez, Bruno Pomar, ne vous mettez pas en marche, c'est le principe de l'appel. Bruno Pomar, présent. Oui, présent, pardon. Ah bah voilà, c'est pas facile. Je sens des velléités syndicalistes. Oui, c'est la clarté dans la confusion, ou l'inverse. Allez, tout de suite, on va revenir sur le... de guenille, vous avez pas honte. Moi, parfois, je le regarde, j'ai honte. Il n'y a que vous pour relever un peu le niveau, si je vous le dis tout de suite. Regardez les guenilles ce soir. Appelez ma mère pour le lui dire, s'il vous plaît. Allez, on y va, les amis. On va revenir sur Guillaume Casbarian, qui a été menacé de mort, François. Ouais, je vais vous faire réagir un petit peu. L'ancien ministre délégué au logement et père de la loi anti-squat a justement été menacé de mort pour avoir défendu sa loi anti-squat. Et il y a eu en une semaine plus de 25 menaces de mort ou même physiques. C'est quand même assez impressionnant. Ah non, mais ça veut dire que même quand on... Enfin, en fait, il n'y a plus de règles, c'est ça. En plus, Guillaume Gasparian, je pense qu'il est menacé aussi en raison de sa sexualité. Vous savez qu'il a posé dans Paris Match avec son compagnon. Je ne sais pas s'ils sont mariés. Donc, il y a plus de... mais en même temps, il n'y a plus de... Il n'y a plus de limite, mais il n'y a plus de limite dans la com aussi politique. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus de limite nulle part. Donc, ça va être bien qu'on les remette, parce que je trouve que voilà, enfin... après, quelles sont les menaces de mort? Quelle est la réalité? Moi, j'ai le souvenir de Najat Vallaud-Belkacem et de Christiane Taubira pendant le mariage pour tous. J'ai le souvenir vraiment de véritables menaces. Christiane Taubira, elle est gardée par je ne sais pas combien de gardes du corps parce que c'est physique. Najat Vallaud-Belkacem, c'est une des seules ministres qui avait ce qu'on appelle, toi tu sais ce que c'est, les chauffeurs portières. Ouais, c'est-à-dire les motards portières qui protègent également les portières. Attaquées parce que pas assez musulmanes pour les islamistes et attaquées parce que trop musulmanes pour l'extrême droite. Donc ça, c'est des vraies menaces de mort. C'est vraiment, on connaît ta famille, c'est physique. Je ne sais pas quelle est la nature pour Gasparian, mais de toute façon, c'est intolérable. De dire je vais te tuer, c'est peu importe, c'est une menace de mort. Bien sûr, c'est intolérable. Il n'y a pas de gradation dans la non, mais est-ce qu'il y a y a déjà quelque chose? Est-ce qu'il a été déjà menacé à son domicile, etc. Il y a une quarantaine de menaces qui ont été faites. Je pense que c'est sans équivoque et finalement, peu importe la portée des menaces, il faut les condamner. Bien sûr. Là où je rejoins effectivement Françoise sur ce qui a été dit, c'est que Guillaume Casbarian, on est face à une personne qui a aussi énormément joué de la communication, de son travail de ministre et de ce qu'il a pu faire, avec ou sans popularité, et qui se revendique ces dernières semaines et du trumpisme et du milléisme, ce qui peut expliquer les différentes velléités dont il a été victime ces derniers jours. Ce qui n'excuse rien, on est d'accord. Ce qui n'excuse rien. Je ne suis pas d'accord qu'on peut revenir sur Trump, par exemple. On en revient justement à la question de la dignité dans nos institutions et chez nos institutionnels, et aussi au devoir de réserve. Alors après,
Vous savez, on peut toujours excuser les choses. C'est-à-dire, il y a une population qui aboie. On avait eu le débat notamment sur la question des maires, où les agressions étaient en recrudescence. Mais il faut savoir, tu sais que les maires, là, pour les prochaines élections d'ailleurs, il y a un décret qui est sorti, ou enfin quelque chose au ministère de l'Intérieur concernant la sécurité des maires qui seront les plus menacés. Donc l'État, en gros, prendra en sécurité. C'est très bien. C'est très bien, mais c'est quand même, on est dans un monde de dire à l'époque, Bruno, en fait, aujourd'hui, vous avez une population qui est tellement désarçonnée, désunie et désarmée, qu'elle se retourne vers son premier relais de proximité. Le premier relais de proximité, c'est qui? À portée de baffe, à portée de gifle, bien sûr. À portée de gifle, voilà, ton maire de secteur, si tu as vécu. Pardon, moi je vais faire ma vieille, mais il y a un peu d'éducation quand même dans tout ça. C'est-à-dire qu'il faut remettre un peu d'éducation. On ne peut pas insulter les gens comme ça et les menacer comme ça. Moi j'entends ce que vous dites et vous avez absolument raison. Et d'autant que ça vient de vous, qui êtes une femme très, comment dirais-je, modérée, juste, un peu sévère, mais modérée, juste. Vous savez, non, vraiment, je vais jusqu'au bout de la démonstration. Tous les gens aujourd'hui qui hurlent à l'ordre, comment dirais-je, à la fin de l'autorité, sont les mêmes, si vous voulez, qui encensent Donald Trump et qui encensent Milei. Et on ne peut pas être dans cette incohérence. Vous avez aujourd'hui des dirigeants dans le monde qui se comportent comme des racailles. Excusez-moi de vous le dire, Donald Trump se comporte 9 fois sur 10 comme une racaille dans les mots qu'il emploie, dans l'attitude, dans la gestuelle. Quand vous avez le patron de l'Argentine qui arrive en meeting avec une tronçonneuse, qu'est-ce que ça envoie? Dites-moi un peu. En termes de com, ça marche bien. Peut-être que ça marche bien. Mais si vous voulez, Françoise, je comprends très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais ces gens ont été élus. Oui, je suis d'accord. Ça c'est la première des choses. Mais que je parle du citoyen tel que nous, qui parle des modèles. Je vous parle des modèles. Oui, mais c'est pas parce que non. Je suis désolée de vous le dire. J'en peux plus moi de ces modèles de dire. Machin a fait ça, donc on fait pareil. C'est pas ce que je dis. Je suis pas en train de vous dire ça du tout. Je n'excuse rien. Je vous dis que non, je n'excuse rien. Je vous dis que ce moment mondial est absolument délirant parce qu'il met en scène aujourd'hui le président de la plus grande démocratie du monde, du plus grand pays du monde, se comporte comme un voyou, parle comme un voyou et vulgaire comme un... Vous comprenez ce que je veux dire? On est dans un délire on est dans l'idée de l'exemple vient d'en haut. Toute la journée, vous avez des mômes qui sont sur TikTok et de l'autre côté, vous avez le délire, par exemple, de gens comme la France Insoumise, mais il n'y a absolument pas que... Mais non, mais je veux dire par là que à partir du moment où les gens qui font la loi, vous comprenez, se comportent. Non, je comprends pas. Ils parlent, parlent comme ils parlent. Rendent le débat abrasif. Et vous avez forcément. Je peux le souligner et je peux le voir, mais je ne le comprends pas. Je vote pour Françoise de Gois qui, pour une fois, dit des choses sensées. Mais non, vraiment, c'est pas possible. Il y a un manque de tenue de la classe politique, Cécile. À mon âge, Françoise, j'ai 55 ans. Je pourrais prendre une gifle par ma mère. Oui, je sais très bien, en fait. Mais moi aussi, la mienne aussi. De dire n'importe quoi ou de machin. Moi aussi, la mienne aussi, elle me dit, moi, je peux défoncer. Je peux pas dire de gros mots, par exemple. Moi, je peux pas mal parler avec ma mère, par exemple. Je peux pas dire, je peux pas prononcer un gros mot. Mais ça, c'est autre chose. Là où elle a raison. C'est pas autre chose, Françoise. Là où elle a raison, Cécile, là où elle a raison, c'est quand tu vois le comportement de nos politiques au niveau national, qui s'invectivent, qui s'insultent, qui se bousculent même. Comment veux-tu expliquer, moi, tous les jours, j'ai des gamins à prendre un char, leur dire c'est pas la violence, c'est pas bon, on parle bien, etc. Mais ces enfants ont des parents, ont des familles, ils ont des parents, des familles. Ce que je veux vous dire, Cécile, à notre époque, on peut pas baisser les bras en disant comme il donne un mauvais exemple, et c'est normal. Non, Cécile, entends-moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, que ne te méprends pas, ne vous me prenez pas sur ce que je dis. Je ne cherche pas des excuses. Je dis que nous sommes dans un moment, en plus de ça, où nous avons des gens qui gouvernent et qui donnent un exemple dégueulasse. Je suis désolé. Quand vous avez Éric Dupond-Moretti qui fait un bras d'honneur à l'Assemblée nationale, ou je ne sais quel mec de droite qui fait un bras d'honneur à l'Assemblée nationale, ou Jean-Luc Mélenchon qui fait des doigts d'honneur en sortant, si vous voulez, des studios de France Inter, mais je peux prendre la droite aussi, les gens qui s'insultent à droite, les saluts nazis, etc. Est-ce que vous croyez, et tout ça est relégué puissance 1000, est-ce que vous pensez que ça participe pas de l'effondrement de l'autorité? Moi, je crois que oui. Moi, je pense qu'on donne le droit, finalement, à des mômes de se comporter comme des racailles. Je suis désolé. Trump se comporte comme une racaille, excusez-moi. Pardon. Vous pensez que j'ai tort? Non.
Non, je pense pas que vous ayez tort. Je dis qu'il faut combattre ça et qu'on ne peut pas baisser les bras. C'est comme ça, c'est tout. Est-ce que vous pensez que Chirac, par exemple, franchement, est-ce que Jacques Chirac, est-ce que François Mitterrand serait comporté comme ça? Non, mais sérieusement. Mais non. Sérieusement. Alors, Françoise, pour une simple et bonne raison, c'est pas la même époque, il n'y a pas les mêmes canaux de communication. Non, mais je suis d'accord avec toi. Excusez-moi, Samuel. À notre époque, François Mitterrand. Oui, mais arrêtons de. Excusez-moi. Oui, mais arrêtez de dire c'est pas la même époque. La question de la communication et de la visibilité du relais d'information. Je suis d'accord sur la visibilité. Mais qu'est-ce qui a changé dans l'éducation? Il y a un moment donné, tu dis bonjour, merci, au revoir. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui a changé? Arrêtez de dire ça, ce que tu dis. Vous baissez les bras. Non, Cécile, il y a personne ne baisse les bras. Je te donne aussi une explication. Mais je la connais l'explication. C'est pas pour ça que je suis d'accord. Je dis à un moment donné, il faut que chacun, individuellement et collectivement parlant, fasse son travail. Voilà, c'est tout. C'est vrai que je m'amuse pas à dire des gros mots. Je suis très mal élevée parce que du coup, on est très en retard et je me fais gronder par un réalisateur. Pardon, on revient dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et on est très content de vous accueillir aujourd'hui jusqu'à 19h30 avec cette joyeuseté. Françoise Degois, avec Samuel Botton et avec Bruno Pomar. Merci d'être là les amis. Parfois c'est un peu actif. Merci d'inviter tous les mardis quand je suis là, Bruno Pomar. Vraiment, franchement, vous ne pourriez pas me faire un plus grand cadeau, je veux dire. Elle a pris beaucoup de... Vous comptez les minutes de prise de parole parce qu'elle est bavarde. Hein. Alors elle parle bien. C'est vrai que elle abuse un petit peu. Je ne sais pas quel est le karma. Qu'est-ce que je paye? Je tiens à signaler que Françoise est extrêmement bavarde. Elle peut monter très haut dans des trucs, dans des machins. Mais j'ai découvert quand même une personne depuis que je suis à Sud Radio qui est extrêmement bien élevée, contrairement parfois à ce qu'elle fait à l'antenne, mais très gentille. Très gentille. Non, mais c'est vrai, quelqu'un de très gentil, de touchant sur plein de sujets, et c'est pour ça que je protège toujours Françoise. Merci, ma chère Cécile. Même si parfois j'ai envie de les triper. L'union féminine. Oh, dis. Vous êtes des féministes en fait. Non, oui. Non. Ah, mais. Ben oui, vous pouvez assumer, c'est pas un problème. Moi, j'ai rien contre les femmes. Bien au contraire. Mais ça, c'est vraiment la réflexion du macho de base. Quoi? Mais non, j'ai contre les femmes. Excusez-moi. Non, c'est le bien au contraire que tu aurais pu... Alors, Bruno Pomar, je pense que vous allez devoir à un moment donné regretter cette phrase qui n'a aucun sens, sans ce qui ne veut rien dire. Pourquoi qu'est-ce que j'ai dit comme connerie? Vous en dites beaucoup. Et là, particulièrement. Voilà. Bon, on va passer à la question du soir. On va revenir sur... Question du soir, espoir. Vous avez vu comment la stratégie, Cécile, c'est comme le feu qui part. On a honte pour lui, on met la couverture. On fait. Voilà. Et d'ailleurs, on va envoyer le jingle, comme ça va vous détendre. Je ne vais pas faire de grands discours puisque cette instabilité et la crise politique et parlementaire que nous connaissons commandent à l'humilité et à la sobriété. La deuxième des choses, c'est dire aux Françaises et aux Français qu'on va y arriver. Il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme. Et pas que dans la méthode. Des ruptures aussi sur le fond. Pas de grands discours. Merci. Sud Radio. Parlons vrai. Et donc, il avait plutôt bonne presse au ministère des Armées. Après 2 mois à Matignon, le Premier ministre s'efforce d'apaiser une France un petit peu fracturée. Mais le style et la méthode de Sébastien Lecornu suffisent-ils? Et c'est la question que je vous pose. Après 2 mois à Matignon, est-ce que vous lui faites confiance, en tout cas pour sortir de cette crise? Vous êtes plutôt négatif sur ce sujet. Et je me tourne vers Françoise, de dire pourtant, quand on en parle autour de nous, la classe politique est plutôt assez calme avec Lecornu et assez étonné. Louangeuse. Quand vous entendez François Hollande ou Olivier Faure parlant de Lecornu et Sébastien Lecornu parlant d'eux, bien, évidemment, LFI criait aux sociotraîtres, etc. Mais la réalité, apaisé quand même. C'est des façons de faire de la politique qui se rencontrent. Moi, j'apprécie Sébastien Lecornu car c'est quelqu'un, jamais vous ne le verrez sur Instagram, par exemple. C'est vraiment quelqu'un. Il y a un côté quand même c'est un homme de droite, je ne l'oublie pas. C'est un compagnon d'Emmanuel Macron. On ne reste pas 8 ans, on ne survit pas 8 ans dans un gouvernement sans être roué
très matois et très manœuvrier, évidemment, donc ça, il faut pas l'enlever. Mais quand même, je constate... Il a fait un pas de côté, quand même. Oui, mais je constate... Bon, après, Macron et le cornu, tous les soirs, ils se parlent. Hein. Il faut pas raconter la fable disant que, oh là là, il vit tout seul. Et... Non, c'est pas... Moi, j'apprécie sa forme de sobriété. Je ne sais pas s'il va y arriver, personne ne peut savoir si on va atterrir, mais en tout cas, il y a une sobriété qui est vraiment bienvenue. Il y a un côté moine soldat chez ce mec, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, qui me convient bien. Bah, il avait fait un coup au départ, c'est d'éviter la censure en suspendant cette loi 49.3 des retraites. Et ça, c'est très bon. Et le 49.3 aussi. Donc ça lui a donné une bouffée d'oxygène. Enfin, je pense. Il a montré qu'il avait du courage aussi, parce que c'est courageux de faire ça. Il fallait y aller. Oui, mais c'est parce que Macron a dit go. Si Emmanuel Macron n'avait pas dit go, il n'y aurait pas de suspension de réforme des retraites. Il a quand même proposé. Oui, mais très fort. Mais il a su aussi, je pense, et il va continuer dans ce sens, trouver des compromis avec les partis politiques, ce qui n'est pas une mince affaire, parce qu'il y a quand même un sacré bordel, pour être un peu direct. Donc, je pense qu'il pourrait y arriver, moi, je crois. Et c'est un taiseux, il bosse, comme tu dis, on le voit jamais, il fait des interviews, c'est très mesuré. Moi, j'espère qu'il va arriver au bout de son aventure. Je vais me tourner vers Samuel Bottoum. Il est fermé, Samuel. Donc, est-ce que vous êtes ouvert à Sébastien Lecornu? Je suis très agréablement surpris. J'ai envie de vous dire que sa seule erreur, c'est d'avoir nommé Bruno Le Maire en premier lieu, ce qui a amené à une crise. Sa seule erreur, c'est d'être macroniste, en fait. Moi, je trouve. Ça, c'est, comme me dirait Bruno, mon seul tort, c'est d'être socialiste. Mais à la limite, comme moi. Chacun ses orientations. Je rejoins Françoise et Bruno sur ce qui a été dit, dans la mesure où effectivement, j'ai même envie de dire que le Cornu, c'est l'anti-Bayrou. Là où Bayrou nous avait habitués à des prises de parole quotidiennes, à du on, du off, beaucoup de maladresse vis-à-vis des partis avec lesquels il devait négocier. Du bavardage. Le Cornu, c'est le seul qui a pris la mesure de ce qu'était réellement cette assemblée. Disloquée, sans majorité, et où il faut faire des compromis. Moi, d'un point de vue extérieur, quand je regarde ce qui se passe en quittant la casquette de communicant ou d'analyste, je me dis, en fait, ça fait 2 semaines que j'ai quand même une assemblée qui travaille, je vois des votes passer, et souvent avec ce qu'on pourrait appeler des alliances contre nature, c'est-à-dire la France Insoumise et le Rassemblement National ont voté 2 ou 3 fois à l'unisson. Notamment ce week-end pour tout foutre en l'air. Et ça n'a pas marché. C'est très con d'ailleurs. D'une part, il y a la discrétion. Mais c'était impossible il y a encore 1 an ou 2 ans. C'était impossible, inimaginable. C'est un fin négociateur. Il a réussi à effacer son image et presque même à effacer l'image du président, qui est beaucoup moins visible, si ce n'est sur les questions internationales qu'on a évoquées ailleurs. Donc, j'ai envie de dire, le Cornu aujourd'hui, c'est le mieux qu'on puisse faire au vu du contexte. C'est-à-dire avec toutes les difficultés qu'il y a, s'il y en a au moins qui a essayé d'accorder toutes les sensibilités politiques, de mettre de l'eau dans son vin autant que possible, c'est lui. Est-ce que tout est parfait? Non. Est-ce qu'il essaye et de la bonne manière? Oui. Et ce qu'on voit aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'au vu des équilibres politiques, c'est la seule finalité qui puisse s'offrir à nous. En tout cas, est-ce que le fait d'avoir été maire, forcément, président de département, le fait d'être du terrain, c'est exactement. Il était à portée de baffe aussi. C'est exactement ça, et je pense que par exemple, on dit beaucoup en ce moment que ce qui fonctionne, c'est vraiment les négociations directes. Sébastien Lecornu, Olivier Faure, en fait, ils ont absolument, quasiment le même parcours, des parcours de militants. Il est militant depuis l'âge de 16 ans, Lecornu, des parcours ancrés, 2 personnes qui n'ont pas fait l'ENA. C'est-à-dire que c'est vachement intéressant de voir aussi que Lecornu, c'est quelqu'un qui s'est départi de était un handicap au début pour eux, qui devient une force. Qui devient en fait pour eux une force. Et il n'y a pas d'énarque dans cette histoire. Je pense que Lecornu est assez ancré là-dedans. Et je serai Gabriel Attal et Édouard Philippe, je me ferai un... Gabriel Attal, il est véritablement devant un dilemme. C'est-à-dire que soit il ne peut pas accepter la dissolution, sinon il va finir à 40 députés. Quelle histoire il raconte pour la présidentielle avec 40 députés, une telle défaite. Donc lui, il est obligé d'aller au bout pour que le budget passe, mais en allant au bout, il sauve Sébastien Lecornu, et mon petit doigt me dit que si Lecornu sort de ce budget, eh bien ce sera à mon avis l'héritier naturel d'Emmanuel Macron. Il aura effacé Gabriel Attal et Édouard Philippe parce qu'il aura démontré un truc incroyable en fait aux Français. C'est ce que je pense. Tu as raison, des mecs pragmatiques, des élus comme les forts, comme les pragmatiques. On en a marre de cette haute fonction là, tous ces énarques et tous ces polytechniciens et compagnie qui veulent gérer la France depuis 50 ans et qui nous foutent dans la merde totale. Donc je pense que tu as tout à fait raison. Il y a un truc l'expérience du terrain, c'est essentiel. Il y a un truc là-dessus, je pense. Surtout les négociations se passent pas du tout de la même manière. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on a vécu, que ce soit Michel Barnier ou François Bayrou,
Alors tant Michel Barnier, j'ai envie de dire, il n'y a pas mis de la bonne volonté. Il est peut-être arrivé avec une certaine idée, assez étriqué, personnage bougon d'un certain âge. Trop ancien, trop vieux. Trop ancien peut-être, mais qui pour sur de moi, vieux n'était pas réflexes forcément peut-être. une mauvaise personne. C'était même un choix plutôt intéressant vis-à-vis et de l'Union européenne et des agences de notation. François Bayrou, vraiment, on a l'impression qu'à aucun moment, il a pris et la mesure de sa fonction en vivant toujours ce vieux rêve de se dire un jour je serai président, ça n'arrivera pas. Le Cornu, pour le coup, il est vraiment... Il vient d'appeler, il vous remercie. C'est-à-dire, on est dans une discussion, comme le disait Françoise, qui est très directe, où une parole donnée est une parole tenue. Et encore plus quand vous avez le Parti Socialiste, LR, Horizon, Lyot, le Modem à accorder. Ce que n'a pas su faire Bayrou. Ce qu'il n'a pas voulu faire, même. Oui, parce que Bayrou a roulé tout le monde dans la farine. Non, mais ça, le problème, c'est qu'il a brisé la confiance, Bayrou. Centriste, c'est pas mal, hein. Ça permet, ça devrait normalement tu sais ce que disait Mitterrand, hein. Le centre n'est ni de gauche ni de gauche. Jamais. Vraiment, alors, bon. Non, mais socialisme que le socialisme. Non, mais la vérité sur François Bayrou, c'est qu'en réalité, ça aurait pu. Il y avait moyen de moyenner avec François Bayrou s'il n'avait pas été, alors là, lui vraiment rusé et matoire. Il n'a tenu aucune de ses paroles. Il a roulé, en fait, tout le monde dans la farine. Et c'est ce que ne fait pas le Cornu. Instruit par l'expérience. Instruit par l'expérience de François Bayrou. C'est ce qu'a toujours fait Bayrou depuis. Parce que le Cornu n'est pas ce gentil, n'est pas ce gentil enfant de cœur, etc. Le Cornu est très ambitieux. Il faut jamais. Mais je pense pas qu'il ait des velléités pour l'après, du moins pas directement. Heureusement qu'on est un peu ambitieux quand on fait de la politique. Non, mais je veux dire par là que il a aussi son agenda personnel, Sébastien Lecornu. Il n'est pas, mais c'est tant mieux. Tout le monde a son agenda personnel. Ouais, si ça finit, moi aussi. On va aller prendre l'apéro là. Allez, merci beaucoup mes amis, merci beaucoup Françoise Degois, merci beaucoup Bruno Pomar, merci beaucoup Samuel Botton. Vous restez avec nous parce que là nous avons un cadeau à offrir avec Coralie qui est avec nous. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Coralie, vous nous habitez d'où? C'est pas possible. Vous nous téléphonez d'où? J'habite à Escoussens dans le Tarn. Ah, dans le Tarn. Escouffin. Oui. Ah bah, Escoussan. Voilà, c'est à côté de quoi exactement? C'est à côté de Castres. Ah ouais, bon, on avait dit pas Castres. Bon, on annule. C'est un village? Oui, c'est un village. Combien d'habitants? Bon, 600. C'est plus que Belleflou. Ça va, excusez-moi, je peux lui dire qu'elle a gagné ou pas? Oui, bien sûr. Parce que depuis tout à l'heure, on lui parle tout sauf de ça. Donc vous avez remporté cet appareil à fondu de la marque Fondu Simo. Vous aimez les fondus, j'imagine, Coralie? Oui. Vous nous écoutez depuis longtemps? Oui, bon, ça doit faire 3-4 ans maintenant. J'adore ça. Et vous écoutez vous écoutez quoi? Nous, hein, bien sûr. L'autre qui va chercher le truc, bien sûr. Merci. Un peu toute la journée. Ah, c'est bien Coralie. Mais attendez, Coralie, c'est bien Cécile qui est votre préférée. Non, mais parce que c'est ça qu'elle cherche depuis tout à l'heure. Bien sûr. Oui, bien sûr. Elle a mis du temps quand même. Moi je dis bravo Coralie, merci. Coralie, on vous fait d'énormes bisous et bien entendu, passez un très bon moment et continuez de nous écouter et bonne fondue avec ce joli cadeau. Allez, dans un instant, on va vous parler de métiers, de nucléaire, de transition énergétique avec nos invités. On est ensemble avec François Lubourneau et nos invités dans un instant jusqu'à 20h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons